Un murmure dans un château ancien, une lettre brûlée, un secret qui refuse de mourir. Ce soir, les silences parlent plus fort que les aveux, et la vérité se cache entre les lignes. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire, et quelle heure est-il chez toi? Prête. Entrons dans l'histoire. Il était près de 5 heures lorsque nous arrivâmes au village de Saint-Clair-sur-Lys, niché entre des collines boisées et des vergers en pente douce. La lumière d'automne caressait les tuiles rouges des toits et jetait sur les pierres grises une teinte dorée et mélancolique. L'air portait cette odeur d'encre séchée, de feuilles mortes et de thé noir, celle des endroits où l'on écrit encore à la plume. Hercule Poirot, confortablement assis à l'arrière de la voiture, observait les ruelles pavées avec l'attention d'un homme qui lit une page avant de tourner la suivante. Lorsque nous atteignîmes le portail du château, il se pencha légèrement. Un lieu discret, mais fier de sa mémoire, murmura-t-il. Le château de Saint-Clair, demeure de l'écrivain Alceste Fournier, se dressait avec une dignité fanée. Le crépi s'effritait par endroits. Les volettes trahissaient l'humidité des années, mais l'ensemble conservait une rigueur presque théâtrale. Comme un acteur vieillissant, refusant de quitter la scène, un jardin à la française, discipliné malgré l'abandon, bordait l'allée menant à l'entrée. Tout semblait prêt à accueillir un mystère ou à le dissimuler. C'est dans un salon, tapissé de velours prune et de livres bien rangés, que nous fûmes introduits à Alceste Fournier. L'homme se leva à notre entrée, raide et mince, vêtu d'un costume 3 pièces couleur anthracite, et salua Poirot d'un hochement de tête plus protocolaire que cordial. « Monsieur Hercule Poirot, le célèbre détective, votre réputation me précède, bien que je préfère le silence aux louanges. » Sa voix était sèche, ses gestes calculés. Chaque objet dans la pièce semblait à sa place selon une logique personnelle. Les livres classés, non par auteur, mais par initiales de prénom. Les horloges réglées sur des fuseaux différents. New York, Genève, Tokyo, sans justification apparente. Il y avait là, dans cette obsession de l'ordre, une tension contenue, presque douloureuse. J'écris chaque jour de 15 heures précis à 17h20. Pas une minute de plus, pas une minute de moins. Il énonça cette règle comme un serment sacré. Poirot l'écoutait, la tête légèrement inclinée. Moi, je ne pouvais m'empêcher de remarquer que l'homme ne souriait jamais vraiment. Il dessinait des sourires, comme on trace une ligne droite sur une page, sans chaleur, mais avec application. Une vie structurée jusqu'à l'inhumanité. Le dîner fut servi dans une salle à manger, éclairée à la lueur vacillante de 3 chandeliers en argent. Claudine Fournier, l'épouse de l'écrivain, présidait la table avec une élégance distante, presque froide. 2 autres convives étaient présents, un médecin de village et un jeune notaire, apparemment admirateur de l'auteur. La conversation fut d'abord banale, littérature, politique, météo. Puis, au moment du dessert, Alceste Fournier posa lentement sa cuillère à café, croisa les mains sur la nappe et dit d'une voix mesurée « Je termine un dernier ouvrage. Celui-là ne sera pas une fiction, mais une vérité, déguisée en mensonge. » Un silence épais tomba sur la table. Claudine leva les yeux, mais ne dit rien. Le médecin se racla discrètement la gorge. Le notaire, lui, se contenta d'ajuster ses lunettes, mal à l'aise. Poirot, lui, observa. Rien n'échappa à son regard. La manière dont Claudine serra légèrement la serviette entre ses doigts. Le mouvement imperceptible de Fournier, en direction de son verre de Porto,
le reflet des flammes sur les lunettes du notaire. Autant de détails, autant d'ondes invisibles que seul un esprit comme le sien savait capter. « Il est des vérités, » ajouta Fournier, « qui dérangent même les morts. » Et dans cette phrase, une promesse ou une menace semblait contenue. Le lendemain matin, une atmosphère inhabituelle flottait dans les couloirs du château. Aucun bruit d'activité, aucune voix, aucun grincement de parquet. Lorsqu'à 8 heures, le majordome, Henri, frappa à la porte du bureau d'écriture d'Alceste Fournier pour lui porter son café, comme chaque jour. Il ne reçut aucune réponse. Il frappa de nouveau. Silence. La porte était verrouillée de l'intérieur. L'agitation s'installa. Claudine, pâle mais maîtrisée, ordonna que l'on force la porte. Henri obéit, la main tremblante, et ce fut Poirot qui posa la première main sur la poignée, l'ouvrant avec précaution après que la serrure eut cédé. À l'intérieur, la pièce baignait dans une lumière grise et calme. Tout semblait à sa place, trop à sa place. Un ordre figé, une mise en scène, et au centre, derrière un large bureau en noyer verni, Alceste Fournier était là, immobile, le regard éteint, comme si le silence du château s'était logé définitivement en lui. Il était assis, parfaitement droit, dans son fauteuil capitonné, une main posée sur l'accoudoir, l'autre à demi refermée autour d'une plume, non utilisée. Sur le bureau, une feuille immaculée. À sa droite, un encrier rempli. Aucune trace de désordre, pas un pli sur la nappe de cuir. La mort, ici, avait agi avec discrétion, presque avec complicité. Claudine s'approcha, mais Poirot l'arrêta d'un geste doux. Il examina les objets autour du défunt, un presse-papier en cristal, une montre à gousset, un carnet fermé, un porte-lettres vide. Aucun signe de lutte, aucun signe d'urgence, seulement l'étrangeté d'un homme sur le point d'écrire, et qui n'avait rien écrit. Un homme aussi ritualisé que M. Fournier n'aurait jamais commencé sa séance sans écrire un mot, souffla Poirot, pensif. Ce qui frappait, ce n'était pas seulement la mort, c'était le vide autour, ce vide volontaire, comme si l'écrivain avait voulu effacer lui-même ses dernières lignes. La pièce ne portait aucune empreinte de départ, mais toutes les marques d'un effacement, alors que le médecin établissait un constat. Mort naturelle, sans doute une crise cardiaque. Poirot s'attarda sur un objet ignoré des autres. Le buvard. Une feuille de papier beige posée sous la plume, utilisée chaque jour pour absorber l'encre fraîche. Il le souleva doucement, l'approcha de la fenêtre. Des empreintes, oui, mais étrangement floues. Des indentations nettes, sans trace d'encre. Des mots fantômes, inscrits puis effacés, ou jamais visibles. Poirot resta silencieux un instant, puis ses yeux s'étrécirent. Voilà qui est curieux. Il reposa le buvard avec un soin presque cérémoniel. Pour lui, ce n'était pas un détail, c'était un signe. Un mot avait voulu apparaître, mais il avait disparu. Et dans ce silence de l'encre, une voix attendait peut-être encore d'être entendue. Après l'agitation feutrée qui suivit la découverte du corps, la maison avait repris ce silence particulier, aux demeures où la mort est encore une invitée récente. Claudine Fournier, droite dans un fauteuil de velours clair, attendait Poirot dans le petit salon aux tentures tirées. Elle portait le deuil, avec une dignité presque trop parfaite, un calme étudié. Ses mains, fines et sans bague, demeuraient posées sur ses genoux, immobiles. Poirot, après un léger salut, prit place face à elle. « Madame Fournier, pardonnez ma curiosité, mais la vérité, voyez-vous, se cache souvent dans les nuances du cœur. » Elle soutint son regard sans ciller. « Mon mari vivait pour l'ordre, monsieur Poirot. Moi, pour la paix.
Nous n'avons jamais trouvé la même définition de l'un ni de l'autre. Sa voix était nette, dépourvue d'émotions visibles, mais chaque mot semblait choisi pour éviter tout débordement. Derrière cette façade de maîtrise, Poirot perçut un sentiment bien plus profond. Non la douleur, mais une forme de lassitude, comme si le deuil, pour elle, n'était qu'un devoir social. Et dans ce contrôle parfait, il devina déjà l'existence de vérités tues depuis longtemps. Sous les questions calmes du détective, la conversation prit une teinte plus intime. Claudine parla de son mariage comme d'une institution figée, une habitude devenue vertu. Nous vivions sous le même toit, monsieur Poirot, mais pas dans la même maison. Elle expliqua comment, depuis des années, ils occupaient chacun une aile différente du château. Les repas étaient pris à heure fixe, mais rarement ensemble. Les chants, fêtes, les dîners, les photographies mondaines donnaient l'illusion d'une union harmonieuse, entretenue pour le public et pour l'éditeur. Poirot écoutait sans interrompre, notant la précision de ses mots, l'absence totale de pronoms affectifs. Mon époux, mon cher Alceste, nous, ces mots-là, n'existaient plus. Elle disait Fournier, comme si elle parlait d'une statue ou d'une marque. Il aimait le rituel, dit-elle, le regard perdu vers la fenêtre. Chaque geste avait sa place, chaque silence son heure. Poirot hocha lentement la tête. « Et vous, madame, quelle place aviez-vous dans cette symphonie de silence ?» Elle esquissa un sourire si imperceptible qu'il en parut douloureux. Celle d'un témoin, monsieur Poirot, rien de plus. Le détective comprit alors que cette veuve ne pleurait pas un homme, mais la fin d'un rôle méticuleusement joué. Sur sa suggestion, Claudine le mena dans le bureau d'Alceste Fournier. L'air y portait encore cette odeur de papier et d'encre froide. Elle ouvrit une porte latérale, révélant un vaste dressing, ou plutôt un musée du contrôle. À l'intérieur, des rangées de costumes identiques, gris ou noirs, alignés avec une régularité maniaque. Chaque paire de chaussures portait une étiquette. Dîner du samedi, entrevue éditeur, salon littéraire. Sur les étagères, de petits carnets à couverture rigide, tous datés, rangés comme des volumes d'archives. Poirot promena son regard, attentif, respectueux, puis murmura. Voilà l'œuvre d'un homme qui craignait le désordre, même celui de l'âme. Claudine se tenait à distance, comme étrangère à ce sanctuaire. C'était sa manière de vivre, dit-elle doucement. Rien ne devait trahir l'imprévu. Mais Poirot, en observant ce royaume d'ordre, n'y vit pas la sérénité, plutôt une angoisse soigneusement encadrée. Le besoin d'ordre absolu n'est, pensa-t-il, qu'une peur perfectionnée. Et dans chaque pli trop net de ses vêtements identiques, il devinait la trace d'un homme qui avait voulu tout contrôler, sauf lui-même. Alors que Poirot examinait les tiroirs du meuble, un détail rompit soudain la symétrie parfaite. L'un d'eux, en bas à gauche, portait une fêlure sur la poignée. À l'intérieur, le désordre contrastait avec le reste, papier froissé, fragments de carton, poussière fine, et l'absence évidente de quelque chose. « Était-ce récent ?» demanda Poirot. Claudine hésita, puis répondit « Je l'ai remarqué hier soir, mais je n'y ai pas touché. Mon mari n'aimait pas que l'on s'approche de ces tiroirs. » Il passa un doigt sur la surface ébréchée, observa les marques de forçage. L'effraction n'avait rien de brutal. Elle avait été faite par quelqu'un connaissant les lieux, quelqu'un qui voulait ouvrir, non détruire. Poirot resta pensif. Dans un monde si minutieusement réglé, une seule anomalie devient un cri. Ce tiroir brisé, c'était le premier mensonge matériel d'un homme qui prétendait à la perfection. « Madame, dit-il lentement,
Parfois le désordre n'entre pas par effraction. Il s'échappe. En refermant le bureau, Poirot remarqua un manteau suspendu à la patère. Dans la poche intérieure, il trouva une enveloppe ivoire, scellée, exhalant un parfum de lavande. Sur le dos, d'une écriture fine, « À qui de droit ?» Claudine sursauta légèrement. « Vous ne l'aviez jamais vue ?»« Non. Mais la lavande, ce n'était pas mon parfum. » Poirot ouvrit la lettre avec soin. Aucune écriture, aucune trace d'encre, rien qu'une page blanche. Le papier lui-même semblait avoir attendu des mots qui ne vinrent jamais. « Voilà une curiosité, » murmura-t-il. « Une lettre adressée à tout le monde, mais destinée à personne. » Claudine demeura impassible, mais Poirot sentit l'émotion à peine contenue derrière son calme. Ce message vide n'était pas une absence, c'était une intention, peut-être un dernier geste de Fournier, signifié sans écrire, parlé en se taisant. Il rangea l'enveloppe dans son portefeuille. Les lettres blanches, madame, contiennent parfois les secrets les plus bruyants. Avant de prendre congé, Poirot s'autorisa une dernière question. « Pardonnez-moi, madame Fournier, mais votre mari recevait-il encore des visites ?» Elle resta un moment silencieuse, puis répondit d'un ton mesuré. « Peu de gens venaient ici. Il n'aimait pas la compagnie, mais il y eut une jeune femme, autrefois. Son regard se détourna. Une ancienne secrétaire? Quelque chose de ce genre. Elle venait du village, une fille trop intelligente pour sa condition. Elle l'aidait à taper ses manuscrits et à flatter son ego. » Poirot ne perdit pas la nuance d'amertume derrière ces mots. Elle se nommait Léonie Marchand. Une muse, disait-il. Moi, j'appelais cela une distraction. Il remercia doucement. Claudine se leva, tout en grâce froide. « Monsieur Poirot, si vous cherchez une coupable, cherchez plutôt la solitude. C'est elle qui tue le plus sûrement. » Mais lorsqu'elle quitta la pièce, Poirot resta seul, pensif. Une veuve sans larmes, un homme sans encre, et maintenant, une muse disparue. Il pressentait que, derrière ces silences polis, le véritable drame n'avait pas encore commencé. Le nom de Léonie Marchand tomba dans la conversation de Claudine, comme une pierre dans une eau calme, sans éclaboussure, mais avec un cercle de silence qui s'élargit. Poirot, dans cette suspension de mots, sentit aussitôt que ce nom n'était pas prononcé à la légère. Le lendemain, il fit demander à la jeune femme de le recevoir dans son atelier, Dubourg. Le majordome, embarrassé, glissa qu'elle n'avait plus remis les pieds au château depuis près d'1 an. Lorsque Poirot lui demanda pourquoi, il répondit avec une réserve chargée d'allusions. Disons que madame n'encourageait pas certaines fréquentations. Le détective esquissa un sourire. « Ah, mon cher Henri, les fréquentations interdites sont souvent les plus révélatrices. » Avant de partir, il s'arrêta un instant dans le vestibule silencieux, observant les portraits anciens suspendus au mur. Sous le regard figé des Fournier d'autrefois, il songea à cette autre femme, bannie des lieux, et à ce lien invisible entre le génie et la faute. Le nom de Léonie Marchand, prononcé avec tant de retenue, lui paraissait déjà contenir la moitié d'une énigme, et peut-être la part de vérité que Claudine n'osait nommer. L'atelier de Léonie se trouvait au-dessus d'une petite librairie du village, où le papier semblait respirer la poussière des livres. Poirot y pénétra, avec cette politesse exquise qu'il réservait aux lieux de création, car il savait que l'ordre des artistes n'obéit qu'à eux-mêmes. Des toiles appuyées contre les murs, des carnets ouverts, des fragments de phrases dactylographiés, des vers d'encre séchée, le désordre y régnait, mais un désordre vivant, intelligent, presque lyrique. Chaque chose semblait à la fois jetée
et choisie. Léonie, jeune femme élancée au regard fiévreux, l'accueillit sans sourire. « Vous venez pour lui, n'est-ce pas ? Pour Fournier ?» Sa voix vibrait d'une tension contenue. Poirot, observant les traces d'encre sur ses doigts, répondit doucement. « Je viens, mademoiselle, pour comprendre ce qui a été écrit et ce qui ne l'a pas été. » Il pensa alors à la symétrie parfaite du bureau de Fournier, à ses tiroirs étiquetés, à son encrier plein, mais inutilisé. Et ici, à l'inverse, tout respirait la spontanéité et la vie. Deux mondes que rien n'aurait dû unir, sinon le besoin de créer. Mais entre ces deux univers, il devinait déjà la fracture d'une trahison. Quand il évoqua la mort de Fournier, Léonie détourna le regard vers la fenêtre. Il disait que les véritables aveux ne se font jamais devant un tribunal, mais sur le papier. Poirot resta silencieux, l'invitant à poursuivre. Depuis des semaines, il travaillait à un manuscrit qu'il appelait « L'encre et le sang ». Il disait que c'était son testament, mais aussi son expiation. Il voulait, je crois, mêler la vérité et la fiction, au point qu'on ne puisse plus les distinguer. Elle s'interrompit, le visage assombri. Il m'a parlé d'une faute ancienne, d'un secret qu'il avait trahi, mais je ne savais pas si c'était un souvenir ou une invention. Poirot observa la tension de ses mains jointes. « Et cela vous inquiétait ?» demanda-t-il. Elle eut un rire bref, sans joie. « Ce qui m'inquiétait, monsieur Poirot, c'était qu'il écrivait ma vie à travers la sienne. » Ces mots flottaient dans la pièce, comme des cendres. Le détective comprit alors que Fournier, dans son besoin de contrôle, n'avait pas seulement dérobé des idées. Il avait pris des fragments d'âme, et à présent, cette jeune femme en portait encore la blessure. Léonie se leva brusquement et fit quelques pas dans la pièce, comme si la mémoire la brûlait. « Vous voulez savoir ce qui s'est passé ? Alors, écoutez. » Elle raconta leur dernière rencontre, une après-midi pluvieuse, dans le bureau de Fournier. Elle lui avait apporté ses propres textes, des ébauches de récits, des pensées personnelles. Il les avait lus sans émotion, puis lui avait dit avec ce sourire qu'elle n'oublierait jamais. « Vous écrivez bien, mais vous manquez de distance. L'art n'est pas le miroir de la douleur, c'est le scalpel. » Je lui ai répondu, continua-t-elle d'une voix vibrante, que son scalpel avait tranché dans ma chair, qu'il prenait tout, mes idées, mes mots, mes émotions, pour les transformer en triomphe littéraire. Poirot ne l'interrompit pas. Elle tremblait, mais ce tremblement n'était pas de colère. C'était celui d'une humiliation jamais digérée, d'un amour étouffé par l'orgueil de l'autre. Lorsqu'elle se rassit enfin, les yeux baissés, il murmura « Il vous a blessé, mademoiselle, non pas en vous rejetant, mais en vous effaçant. » Elle releva la tête. « Oui, monsieur Poirot, et personne ne me rendra jamais les mots qu'il m'a pris. » Alors qu'elle évoquait leur discussion d'écrivain, Léonie laissa échapper une phrase qui arrêta net la pensée de Poirot. Il travaillait sur une scène où un auteur tuait un homme, non avec un couteau, mais avec sa plume. Le détective se redressa, ses yeux brillants d'intérêt. « Avec sa plume, dites-vous ?»« Oui. Il disait qu'il y a des morts que l'on provoque sans jamais les commettre. » Le silence retomba. Poirot fixait la jeune femme, cherchant la frontière entre la métaphore et l'aveu. Était-ce une image ou une confession? Elle haussa les épaules, un peu lasse. Chez lui, tout était les deux à la fois. Cette phrase résonna dans l'esprit de Poirot, comme un écho tragique. Fournier, mort devant une feuille blanche, une plume intacte à la main. Le parallèle était trop parfait pour n'être qu'un hasard. Il nota intérieurement cette concordance, car souvent, dans la fiction, les coupables se révèlent avant le crime, mais seuls les lecteurs les entendent. Et Léonie, elle, avait entendu.
Quand l'entretien prit fin, la lumière avait déjà pâli. Léonie, apaisée mais lasse, semblait avoir vieilli d'1 an. Elle raccompagna Poirot jusqu'à la porte, sans mot de trop. Sur le pas, il s'inclina légèrement. « Vous étiez sa muse, mademoiselle, peut-être aussi sa conscience. » Elle répondit simplement. « Non, monsieur Poirot, j'étais son reflet, et il ne supportait pas son propre visage. » Quittant l'atelier, le détective réfléchit à ces 2 femmes, Claudine et Léonie, l'une figée dans le silence du devoir, l'autre brûlée par la parole. L'une avait tout préservé, l'autre tout perdu. Mais sous leurs différences, il percevait une même blessure, l'ombre d'un homme qui écrivait pour cacher sa faute. Alors qu'il traversait la place du village, il pensa « Ce n'est pas dans les faits que je trouverai la vérité, mais dans les émotions que ces femmes tentent de contenir. » Et cette intuition, fine comme une ligne d'encre effacée, guida dès lors ses pas. De retour dans le bureau d'Alceste Fournier, Hercule Poirot ne se pressa pas. Il referma la porte derrière lui, puis demeura immobile, comme s'il écoutait une voix que nul autre ne pouvait entendre. La pièce, baignée d'une lumière pâle, conservait l'empreinte de son ancien maître avec une fidélité presque morbide. Rien n'avait été déplacé, rien n'avait osé bouger. Le fauteuil vide, la plume abandonnée, la page blanche. Tout témoignait d'un silence plus profond que celui de la mort. Mais pour Poirot, chaque silence avait son langage, et celui-ci criait. Il s'approcha lentement du bureau, effleurant le bois poli du bout des doigts. Ce n'était pas un simple lieu de travail, songea-t-il, mais un théâtre personnel, un hôtel d'ego, de contrôle, d'obsession, le bureau d'un homme qui avait fait de chaque mot une déclaration et de chaque absence un aveu. « C'est une chose curieuse, » murmura-t-il, « que la vanité d'un homme survive plus longtemps que son souffle. » Et dans cette atmosphère figée, Poirot sentit que le crime, s'il existait, n'était pas dans la mort, mais dans la mise en scène du silence. Le regard de Poirot se posa sur la feuille, posée devant la plume, restée intacte. Il s'approcha avec la prudence d'un homme qui sait que certaines vérités se dérobent dès qu'on les approche trop vite. Le papier était d'un blanc légèrement anormal, presque nacré, et il dégageait une odeur à peine perceptible, subtilement chimique. Une note étrangère, au parfum habituel d'encre noire et de parchemin sec. Il la souleva délicatement, observa les fibres à la lumière, huma de nouveau l'air. Ce n'était pas un papier ordinaire. Quelque chose y avait été inscrit, ou tenté. Il se souvint alors du buvard, de ses indentations muettes. L'écriture était là, quelque part, mais absente à l'œil, comme si Fournier avait voulu écrire sans que personne ne puisse lire. Ou au contraire, que quelqu'un ait pris soin d'effacer ce qu'il aurait dû laisser. Poirot fronça les sourcils. Le vide n'était pas accidentel. Il portait la marque d'une volonté, d'un effort presque élégant pour masquer un aveu. Voilà un silence qui parle trop fort, pensa-t-il, et une page blanche qui proteste contre sa propre innocence. Il savait, désormais, que cette feuille n'était pas une omission, mais une clé. Saisi par une intuition aussi précise qu'une démonstration mathématique, Poirot fouilla le tiroir du bureau et en tira une vieille lampe à alcool qu'il alluma avec précaution. Il approcha doucement la feuille du verre chaud, en évitant tout contact direct avec la flamme. Peu à peu, sous la chaleur, des lignes pâles apparurent, fragiles, tremblantes, comme des mots exhalés dans un dernier souffle. Il y lut un début de phrase, puis un nom, peut-être un fragment de date. Mais avant qu'il ne puisse tout décrypter, les mots s'effacèrent, comme s'ils n'avaient jamais existé. Poirot recula, déposa le papier,
puis éteignit la lampe. L'émotion était étrange. Ce n'était pas le choc d'un indice découvert, mais la tristesse d'une vérité trop éphémère pour être tenue, comme un témoin trop tardif ou une confession murmurée dans un rêve. Il demeura silencieux un moment, méditatif. L'encre voulait parler, mais l'encre était faite pour disparaître. Et dans ce paradoxe, il devina la main d'un homme qui ne souhaitait pas être compris trop tôt, ou peut-être pas du tout. Le détective reprit la feuille et examina les bords à la loupe, puis l'encrier posé à droite du bureau. Il ôta le couvercle, sentit le contenu, observa la texture du liquide. Ce n'était pas de l'encre ordinaire. L'odeur douce amère, légèrement acide, confirmait ses soupçons. Il murmura avec gravité « encre sympathique », ou plus exactement, encre à disparition. Un produit coûteux, rare, utilisé autrefois pour les lettres secrètes ou les effets théâtraux. Le choix n'était pas anodin. Fournier, l'homme du contrôle, avait délibérément troqué son encre classique contre cette substance capricieuse. Il n'avait pas oublié de remplir l'encrier. Il avait décidé de le remplir autrement. Poirot se redressa, les mains croisées derrière le dos. Ce n'était plus seulement une question de mort, mais de message. Un message qui devait apparaître brièvement, comme une révélation fragile, puis s'effacer, pour ne laisser que le doute. Ce n'est pas là l'acte d'un homme précautionneux, mais d'un homme tourmenté, songea-t-il. Un homme qui veut dire, mais sans affronter la conséquence d'être entendu. Et cela, pour Poirot, était une tentative de fuite, non du monde, mais de soi-même. Ce fut en interrogeant le majordome Henri que Poirot décida de tester sa théorie. L'homme, âgé mais rigide dans sa fonction, répondit aux questions avec le soin d'un professionnel dévoué à l'institution plus qu'à la personne. Durant les derniers jours, qui a eu accès au bureau de M. Fournier ? Demanda Poirot. Henri marqua un temps. Monsieur était très strict. Il verrouillait la porte après chaque séance. Mais 2 personnes furent autorisées à y entrer, à des heures précises. Qui donc ? Madame Claudine, pour déposer certains papiers, et Mademoiselle Marchand, qui est passée 2 fois la semaine dernière. Le ton était neutre, mais la voix trahissait une tension légère, une retenue. Poirot s'approcha lentement. « Dites-moi, Henri, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ? Un détail, une odeur, une absence ?» Henri hésita. Il m'a semblé une fois que l'encrier n'avait pas la même couleur, mais je n'ai pas osé en parler. Ce n'était pas mon rôle. Poirot acquiesça. Non, en effet, ce n'était pas votre rôle, mais vous avez vu, et cela suffit. Dans cette fidélité silencieuse, il reconnut une vérité précieuse. Les domestiques, souvent invisibles, sont les témoins les plus lucides. Fort de ces indices, Poirot retourna à la bibliothèque principale du château. Là, il demanda à voir les dernières pages rédigées par Fournier, les brouillons, les carnets. Claudine, encore vêtue de noir, lui répondit avec une sécheresse contenue. Il n'y en a plus. Il écrivait directement au propre ces derniers temps. Il disait que ses pensées n'avaient plus besoin d'esquisses. Et le manuscrit de l'encre et le sang? Je n'en ai vu aucune trace. Peut-être l'a-t-il détruit. Mais Poirot n'y croyait pas. Fournier n'était pas un homme qui détruisait. Il était un homme qui conservait, qui organisait, qui classait, même ses regrets. Si le manuscrit avait disparu, c'était qu'il avait été subtilisé. Par qui? Et pourquoi? Ces questions s'ajoutèrent à la liste de celles déjà suspendues. Le texte, s'il existait encore, pouvait tout révéler ou tout brouiller, et son absence devenait, en soi, un aveu. Poirot, dans le silence du salon, rassembla ses pensées.
Fournier n'avait pas été assassiné, du moins pas selon les critères habituels. Il était mort, certes, mais par quoi? Par le poids d'un secret, par le vertige de son propre reflet. L'encre effaçable, la page blanche, le manuscrit disparu. Tout désignait un homme qui redoutait moins la mort que l'oubli. Un homme qui avait bâti sa vie sur des mots et qui, à l'approche du vide, avait tenté un dernier acte d'écriture. Mais ce dernier acte n'était pas destiné à être lu. Il était destiné à être trouvé, et peut-être à n'être compris que par un seul, quelqu'un capable de lire l'intention dans le silence, la faute dans l'ordre, le cri dans le blanc. Poirot se leva. Il ne s'agissait plus de découvrir qui avait changé l'encre, ou quand. Il s'agissait désormais de comprendre pourquoi Alceste Fournier avait choisi de disparaître dans sa propre fiction. Et dans cette énigme, il entrevoyait une vérité plus terrible encore que le crime, celle d'un homme qui, de peur d'être jugé, avait préféré s'effacer lentement, avec élégance. La bibliothèque personnelle de Fournier, que Poirot explora avec minutie, était le reflet exact de son obsession méthodique. Chaque ouvrage y avait sa place numérotée, ses annotations, soigneusement inscrites en marge, ses signets de soie parfaitement alignés, des manuscrits reliés à la main, des journaux d'écriture tenus au jour près, et au centre, comme une curiosité trop propre, un carnet à couverture noire, vierge. Le titre frappé en lettres dorées « Mes crimes ». Poirot le prit avec une lenteur presque cérémonielle. Il tourna les pages, une à une, et constata leur blancheur absolue. Aucun mot, aucun gribouillis, rien. Un silence d'encre, un néant volontaire. Il referma le carnet et le reposa. Ce vide n'était pas accidentel. Il criait plus fort que n'importe quelle phrase. Était-ce une promesse qu'il n'avait pas osé tenir? Un leurre pour égarer un lecteur trop curieux? Ou bien un aveu si intime qu'il n'avait pu être formulé? C'est le plus bruyant des silences, pensa Poirot. Un livre écrit pour ne jamais être lu. Et cela, pour lui, n'était pas de l'omission. C'était un choix, un dernier artifice. Il retrouva Claudine dans le petit salon aux stores entr'ouverts. La lumière y dessinait des formes nettes sur les tapis perçants, comme si le passé avait décidé de projeter ses propres ombres. Poirot attendit qu'elle referme son livre avant de parler. « Madame, il existe un carnet dans la bibliothèque de votre mari, intitulé « Mes crimes ». Il est vide, mais je doute qu'il l'ait été dans son esprit. » Elle ne sursauta pas, elle ne se défendit pas. Elle posa simplement le livre à côté d'elle. « Ce carnet, je le connaissais, » dit-elle. Il en parlait parfois, mais sur le ton de la plaisanterie, comme s'il s'agissait d'un jeu. Elle se redressa légèrement, puis ajouta « Mais un jour, il a cessé d'en rire. C'était il y a longtemps, bien avant qu'il ne vous connaisse. » Poirot l'observait avec cette attention muette qui pressait sans contraindre. Il m'a dit un soir, après une dispute, qu'un jour, il écrirait tout, que son œuvre ne serait complète que lorsqu'il aurait osé raconter ce qu'il avait fait. Elle parlait sans colère, sans larmes, une confession posée comme un poids ancien. Il comprit alors qu'elle portait cela depuis des années, non comme une preuve, mais comme une fatigue. Il y avait un homme, poursuivit-elle, plus bas, un écrivain célèbre à l'époque. Son mentor, disait-il. Poirot se pencha légèrement. Un nom? Elle secoua la tête. Il ne l'a jamais dit, juste lui. Comme si ce nom, à lui seul, risquait de salir la pièce. Elle évoqua une mort soudaine, une disparition en marge des journaux, un hommage discret dans une revue littéraire, et surtout, un silence volontaire dans les années qui suivirent. Fournier s'est fait un nom en reprenant l'héritage de cet homme. Il a publié un manuscrit inachevé, en l'arrangeant, disait-il. Mais je crois,
Elle s'arrêta. Poirot attendit. Je crois que ce texte n'était pas inachevé. Je crois qu'il l'a fait sien, tout simplement, et que personne n'a osé l'en accuser. Il comprit alors que ce crime-là n'avait pas été commis avec une arme, ni avec préméditation. C'était un crime d'ambition, de silence, de gloire bâtie sur un vol que le monde avait accepté, parce qu'il était devenu Fournier. Ce fut dans la cheminée du bureau, dissimulé sous un tapis de cendres froides, que Poirot trouva ce qui manquait. Un fragment de papier calciné, roulé comme un secret brûlé à la hâte. Il le déplia avec une infinie précaution. Quelques mots subsistaient, irréguliers, à demi rongés par le feu, pas le courage d'écrire ce que j'ai volé. Elle sait, mais elle se taira. La honte n'efface rien. Justice, jamais faite. Ce n'était pas une lettre d'adieu, ce n'était pas un testament. C'était une ébauche, un moment d'hésitation entre la main et la page. Une vérité griffonnée, trop tard, trop vite. Poirot resta longuement penché sur ce papier. L'encre en était presque effacée, comme celle de la page blanche. Une fois encore, les mots avaient tenté d'apparaître. Et une fois encore, il s'était évanoui. Il songea à l'encre volatile, au manuscrit manquant, au carnet vide. Et maintenant, à ces cendres qui parlaient d'un aveu étouffé. Fournier avait voulu écrire, mais il avait reculé, ou quelqu'un l'avait aidé à se taire, et ces fragments, comme les dernières nebraises d'un feu honteux, continuaient à brûler, même éteints. Poirot comprit alors que l'encre et le sang, le fameux manuscrit disparu, n'était pas une fiction ordinaire. Il avait été conçu comme un miroir piégé, une vérité habillée de roman, un aveu codé dans le langage du mensonge. Fournier n'avait pas l'intention de confesser publiquement. Il voulait que le lecteur le découvre, ou qu'il ne le découvre jamais. L'ambiguïté, pour lui, était une forme de protection, ou de châtiment différé. Mais cette stratégie de dissimulation était aussi une mise en danger. Car si quelqu'un reconnaissait la vérité dans le texte, que se passerait-il? Si Claudine ou Léonie lisaient entre les lignes, si le nom du mentor réapparaissait, si la honte devenait lisible? Peut-être, pensa Poirot, que Fournier espérait être démasqué, mais seulement par quelqu'un capable d'aimer encore malgré le scandale. Peut-être voulait-il provoquer un jugement, mais à distance, dans la sécurité de la littérature. Et cette fiction, plus périlleuse que toute réalité, l'avait finalement englouti. Poirot, seul dans le bureau, tenait encore le fragment de papier brûlé entre ses doigts. Il ne pensait plus en termes d'enquête, ni de responsabilité légale. Il pensait en termes de vérité, et de ce que l'on choisit d'en faire. Fournier n'avait pas été tué, il s'était effacé, mais peut-être pas seul. Quelqu'un avait retiré le manuscrit, quelqu'un avait remplacé l'encre, quelqu'un avait brûlé cette page. Était-ce par peur de déshonorer sa mémoire, par fidélité aveugle, par stratégie? Il ne savait pas encore, mais il pressentait que le crime n'était pas dans le passé. Il était dans l'empêchement du présent, dans l'acte qui avait tué le récit avant qu'il ne soit lu. Et dans cette idée, Poirot sentit se resserrer autour de l'affaire un voile moral bien plus épais que la loi. Une frontière trouble où la loyauté, l'amour et la honte se mêlaient au silence. « Il y a des vérités, murmura-t-il, qu'on assassine non par haine, mais par pudeur. » Et dans ce silence trop parfait, il devina que la vérité avait été étouffée, avec tendresse. Ce fut dans la bibliothèque que Poirot choisit de réunir les principaux visages de l'énigme. Claudine, digne et distante. Léonie, un peu plus pâle que de coutume. Et Henri, fidèle à son rôle de mur discret. La pièce était empreinte d'un calme presque cérémoniel, comme si elle contenait encore l'écho des phrases que Fournier
n'avait pas écrite. Poirot n'éleva pas la voix. Il disposa les éléments sur le bureau avec lenteur et précision. Chaque geste avait un sens, chaque silence une intention. Il ne s'agissait pas d'accuser, mais de dévoiler ce que l'on avait voulu effacer. Messieurs, mesdames, ce que nous allons évoquer aujourd'hui n'est pas un crime, mais une vérité refusée. Une vérité si fragile, si dérangeante, qu'on a préféré la dissoudre dans l'oubli. Il laissa cette phrase flotter un instant, puis sortit un épais buvard, soigneusement conservé, et une feuille blanche annotée d'ombres à peine visibles. Ce que vous lirez ici n'est pas entier, ce sont des fantômes de mots, mais parfois, les fantômes disent de plus que les vivants. Un frisson parcourut la pièce. Le théâtre pouvait commencer. Poirot tourna lentement le buvard, révélant les empreintes inversées d'un texte disparu. Grâce à une technique minutieuse et à un peu de lumière oblique, il avait reconstitué des fragments, bribes tremblantes, mais lourdes de sens. Je ne suis pas un meurtrier, mais j'ai volé des vies. Ce qui fut à lui, je l'ai signé de mon nom. Elle m'aimait tant qu'elle m'a laissé faire. Et pourtant, je n'ai jamais été aimé. L'encre était à peine visible, et pourtant, elle s'inscrivait avec une force que rien ne pouvait effacer. Une odeur délicate de lavande flottait autour de la page, la même qu'il avait perçue dans la veste de Fournier. Ces mots incomplets, ces demi-aveux, ne formaient pas un récit structuré, mais ils suffisaient. Ils laissaient deviner un homme pris dans les raies d'une imposture trop bien acceptée, trop bien payée. Poirot observa les visages en silence. Aucun cri, aucun éclat. Juste ce léger tremblement, chez Claudanne, du coin de la bouche. Et chez Léonie, un regard fixe, presque douloureux. Ce ne sont pas les mots d'un romancier, dit doucement Poirot. Ce sont ceux d'un homme qui aurait voulu se pardonner. Il tourna alors son regard vers Léonie. « Mademoiselle, vous avez volé le manuscrit, pas pour le vendre ni pour le brûler, mais pour le garder. » Léonie eut un souffle court. Elle ne nia pas. Elle s'accrocha aux accoudoirs de la chaise, comme si son équilibre dépendait de ce contact. Vous saviez ce qu'il avait écrit. Vous saviez qu'il parlait de vous entre les lignes, que dans cette fiction, il reconnaissait enfin ce qu'il vous devait. Elle ferma les yeux, puis, dans un murmure, c'était la première fois qu'il me nommait autrement que Muse, la première fois qu'il disait ce qu'il m'avait pris. Poirot inclina légèrement la tête. Il n'y avait pas de vengeance ici, juste une douleur non résolue. Vous n'avez pas tué, mademoiselle. Vous avez voulu protéger ce qui restait de lui, la version de lui que vous pouviez encore aimer. Elle hocha lentement la tête, les larmes au bord des cils. Mais ce faisant, conclut Poirot, vous avez retiré à la vérité sa dernière chance d'exister, même en fiction. Poirot se tourna, ensuite vers Claudine. Son visage restait impassible, mais ses doigts, posés sur le tissu de sa jupe, trahissaient une tension sourde. Madame, l'encre dans le flacon n'était pas celle que M. Fournier utilisait habituellement. Elle avait été remplacée par une encre de théâtre, conçue pour disparaître. Un silence. Puis elle parla, d'une voix égale. Je ne voulais pas que son dernier mot soit une honte. Il avait bâti sa vie sur une image, un écrivain de génie, admiré, cité. S'il avait avoué, tout se serait effondré. Même mort, il aurait été détruit. Était-ce votre main qui a changé l'encre? Elle ne répondit pas, mais cela suffisait. Poirot poursuivit avec douceur. Ce n'était pas un acte de haine, c'était un geste de préservation. Mais parfois, préserver une réputation, c'est condamner une âme. Claudine détourna le regard. Je l'ai aimé, monsieur Poirot.
pas comme il aurait voulu être aimé, mais comme on aime un monument. Et on ne laisse pas un monument s'effondrer, même s'il est bâti sur du sable. Et pourtant, reprit Poirot, Monsieur Fournier n'a pas été tué. Son cœur s'est arrêté dans la nuit. Son corps ne portait aucune trace de violence, mais son esprit, lui, était meurtri. Il marqua une pause. Il est mort au moment exact où il tenta, enfin, d'écrire ce qu'il avait tu. Ce n'est pas un meurtre, mais c'est une mort chargée de conséquences. Il regarda chacun d'eux, tour à tour. Il y a ceux qui l'ont empêché d'écrire, ceux qui ont effacé et ceux qui ont caché, pas par malveillance, mais par amour, par peur, par orgueil. Henri, dans un coin, baissa la tête. Il n'avait rien dit, mais lui aussi avait su, et s'était tu. La vérité, conclut Poirot, peut être étouffée sans poison, sans couteau, sans arme. Elle peut mourir dans un flacon d'encre. Et cette mort-là laisse des traces que nul médecin ne sait diagnostiquer. Poirot se rapprocha du bureau. Il prit la feuille presque blanche et la replia lentement. L'encre était choisie, non imposée. Il l'a utilisée délibérément. Il voulait que ces mots s'effacent, sauf si quelqu'un les cherchait. Il s'arrêta. Ce n'est pas un acte de lâcheté, c'est un acte d'élégance tragique. Il ne voulait pas imposer sa vérité. Il voulait seulement qu'elle soit accessible à celui ou celle qui aurait le courage de la lire. Léonie et Claudine restaient figées, comme deux statues en deuil d'un même homme, mais d'un souvenir différent. C'est cela, le plus poignant. Il n'a pas fui. Il a laissé une trace fragile, invisible à l'œil nu, mais suffisante. Poirot releva les yeux. La vérité, mes amis, ne crie pas. Elle chuchote. Et parfois, elle attend dans le silence, entre les lignes, entre les fibres d'un papier, le passage d'un esprit attentif. Il déposa le buvard dans sa serviette, referma le dossier et conclut. Monsieur Fournier ne craignait pas la mort. Il craignait d'être mal compris. Poirot tenait entre ses mains le manuscrit reconstitué. Les pages, incomplètes, portaient en l'empreinte d'un effort contrarié, des phrases inachevées, des mots à moitié effacés par l'oubli volontaire ou la peur du jugement. Il ne le tendit ni comme une preuve, ni comme une menace, plutôt comme un miroir, délicatement posé entre deux femmes au silence dissemblable. « Mesdames, dit-il calmement, il y a là-dedans une vérité qui n'était ni tout à fait claire, ni tout à fait dissimulée. Vous pourriez, si vous le désirez, la publier, en fiction bien sûr, une œuvre littéraire, rien de plus. » Il marqua une pause, respectueux. « Ou bien vous pouvez refermer ces pages pour toujours. » Il n'ajouta rien. Son regard ne pressait pas, ne jugeait pas. Il laissait le poids du choix entre les mains de celles qui en connaissaient déjà les contours, de l'ombre, de la lumière, et des regrets suspendus. Car Poirot savait, mieux que quiconque, que certaines vérités ne se livrent qu'à ceux qui sont prêts à les porter, et même alors, jamais par la force. Claudine fut la première à baisser les yeux, non par faiblesse, mais par lassitude. Elle avait porté un nom, une réputation, un mariage comme un vêtement trop ajusté, dont chaque couture rappelait un devoir. Elle ne dit pas un mot, mais ce silence-là n'était plus celui de la peur. C'était celui d'une décision. Léonie, elle, serra les bras contre elle, comme si son corps tentait de contenir une douleur ancienne qui menaçait encore de déborder. « Non », murmura-t-elle simplement. Et dans ce seul mot, il y avait tout, la fierté blessée, la mémoire vive et l'impossibilité d'un pardon. Poirot observa sans intervenir. Il comprit qu'aucune des deux femmes ne souhaitait raviver ce qui, même dissimulé, restait brûlant.
L'une refusait de ternir l'image d'un époux, même dans la mort. L'autre refusait de se prêter à une mise en scène où ses blessures seraient transformées en littérature. Elles n'avaient ni comploté ensemble, ni même parlé de cela avant. Mais dans cette pièce, leur refus commun se forma comme un pacte muet, non pour se protéger l'une l'autre, mais pour protéger quelque chose de plus intime encore, leur propre récit du passé, fragile et reconstruit. Le manuscrit resta là, sur la table de bois cirée, sans que personne ne tende la main. Il n'y eut pas de geste solennel, pas de décision théâtrale. Claudine murmura simplement « qu'il repose ». Léonie ne répondit pas, mais elle hocha lentement la tête. Il n'y avait pas de besoin de sceller un accord par la parole. C'est leur regard qui fit foi. Deux trajectoires opposées, liées par un même refus de prolonger le drame. L'une avait tenté de faire disparaître la vérité par l'encre effaçable, l'autre en la subtilisant. À présent, toutes deux choisissèrent le silence, non plus imposé par la peur, mais choisi avec lucidité. Poirot referma doucement le dossier. Dans l'air flottait cette étrange sérénité, propre aux vérités qui ont été frôlées sans être révélées. Rien ne serait publié, rien ne serait révélé au grand jour. Et pourtant, tout avait changé. Le manuscrit, objet de tension et de mystère, n'était plus une bombe, mais une relique, non destinée à éclater, mais à se dissoudre dans l'oubli ou la paix. Plus tard, alors que les femmes s'étaient retirées, Poirot resta seul dans la bibliothèque, les mains croisées derrière le dos. Il contempla le feu qui mourait dans l'âtre, son esprit tourné vers ce que l'affaire avait éveillé en lui. Ce n'était pas une affaire de justice au sens strict. Aucun meurtrier à dénoncer, aucun tribunal à convoquer. Et pourtant, il y avait eu crime, pas dans l'acte, mais dans le poids du silence imposé, dans les vérités étouffées. Certains crimes, murmura-t-il, ne demandent ni punition ni pardon. Ils réclament seulement qu'on les voie tels qu'ils furent. Il songeait à Fournier, à l'homme de lettres, trop orgueilleux pour avouer, trop tourmenté pour rester silencieux. À Claude, qui avait confondu loyauté et effacement. À Léonie, qui avait été muse, puis oubliée. Tous, à leur manière, avaient laissé la vérité s'effacer, par pudeur, par orgueil, par fatigue. Mais Poirot, lui, avait vu. Non pour condamner, mais pour comprendre. Car comprendre est parfois la seule justice que l'on puisse rendre à ceux qui ont vécu dans la marge des aveux. Alors que les ombres s'allongeaient sur les parquets du château, Hastings rejoignit son ami, visiblement troublé. Il fixait le dossier refermé, l'esprit en quête de conclusion. « C'est étrange », dit-il enfin. L'encre s'est évaporée, mais la vérité, elle, est restée. Poirot sourit, un sourire sans ironie, empreint d'une tendresse grave. Mais oui, mon ami, la vérité laisse toujours une trace. Même lorsqu'on tente de la diluer, elle s'accroche aux fibres, elle s'infiltre dans les silences, elle résiste. Il prit un moment avant d'ajouter « La justice, ce n'est pas toujours un verdict. Parfois, c'est simplement de savoir, de voir ce que d'autres préfèrent ignorer, de reconnaître sans bruit ce qui fut. » Le feu s'éteignait lentement. Hastings ne posa pas d'autres questions. Il comprenait à sa façon que certaines affaires n'étaient pas faites pour être résolues, mais pour être regardées avec compassion. Le manuscrit demeurait intact, mais inutilisé. La vérité, quant à elle, avait trouvé refuge dans les regards, dans les silences partagés, et dans la mémoire de ceux qui, comme Poirot, savèrent lire l'ombre d'un mot effacé comme on lit un aveu. Certains secrets ne cherchent pas à être vengés, seulement à être entendus, puis reposés. Et vous, face à un passé prêt à ressurgir, auriez-vous choisi de le révéler ?
ou de le laisser s'effacer en silence. Dites-le moi en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, pensez à liker, vous abonner et la partager avec d'autres amateurs de mystère. Car parfois, les vérités les plus profondes ne s'écrivent qu'à l'encre du cœur.